Ici Blanc, les Limougeaux parlent de Limougeaux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 3e numéro de Beaublanc Basket Club, un podcast 100% CSP avec de vrais supporters du plus grand club de France. Ne soyons pas modestes. Pour ce 3e numéro, nous avons 2 invités ce soir. Et après Captain Bretzel, eh bien c'est un autre vilain tweetos qui a osé mal parler de son club préféré et qui lui aussi a été banni, exclu et bloqué par le compte officiel du CSP. J'ai nommé Karim Djelali, alias Sergent Hartmann. Karim, bonsoir. Bonsoir Franck. Alors pour l'accompagner, eh bien, un ardent supporter du CSP qui est tout aussi ardent utilisateur de Twitter sous le pseudonyme de Bonatoto, c'est Thomas qui est là ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Et puis avec nous également, il attend toujours une exclusion qui tarde à venir et on se demande bien pourquoi. C'est le spécialiste basket du Limoges CSP au Populaire du Centre, monsieur Mathieu Marot. Mathieu, bonsoir. Salut Franck. Et pour commencer donc ce 3e numéro de BBC, eh bien messieurs, vous allez nous livrer en introduction votre 5 majeurs du Limoges CSP, mais avec des critères bien définis, à savoir un 5 majeur de joueurs français. Ça vous laisse quand même un large choix et on va commencer avec toi Karim. Alors, j'ai fait ça rapidement, une petite note, j'ai voulu la soumettre à mon comptable pour voir si c'était juridiquement jouable. J'ai mis Fred Forte, Jean-Michel Sénégal, Monsieur Bolotny, Claude, ces 3 meneurs, mais bon, sur un poste 1-2, ils se débrouilleront bien. Monsieur Richard Dacoury, parce que bon, voilà, toutes ces années au club, 18 ans au club, Stéphane Ostrovski et Fred Weiss. Ça me semble très bien. Donc un 5 majeur de 6 joueurs. Oui, mais bon, on sait jamais s'il y en a un qui se blesse. Voilà. C'est le fameux 6e homme de Beaublanc, peut-être. Voilà, c'est ça, tout à fait. Non, puis bon, Monsieur Sénégal, parce que c'était le premier grand joueur. Non, c'est français, vraiment, c'est des joueurs incontournables. Voilà, c'est incontournable. Les 6 qui sont sur la feuille, là. C'est pas possible Thomas. autrement. Alors, effectivement, il y a des redites. À l'amène, Fred Forte, forcément. Je me rappelle, moi, quand j'étais tout petit, que je voyais les premières images de Forte à la télé dans les années 90. Et je le voyais faire ses gestes, en fait, pour annoncer les systèmes. Et je savais pas que c'était pour annoncer les systèmes. Et quand j'ai vu, après, d'autres meneurs de basket faire la même chose, je me suis dit, mais pourquoi ils font comme Frédéric Forte ? Donc j'ai expliqué ça à mon père qui rigolait tout seul. Après, Dacoury forcément. Et puis à l'aile, je ne peux pas ne pas citer Bonato. Forcément, si je m'appelle comme ça sur Twitter, c'est forcément un hommage moi, au capitaine du triplé de 2000 qui m'a énormément marqué. Tu te mets dans l'équipe quand même, c'est un peu nombreux. Ah ben oui, j'aime bien. Tu vois, donc ouais, forcément Bonato, tout ce qu'il a fait sur le parquet et en dehors. Après, en 4, Mormand. Adrien Mormand, là, pour le CSP moderne, pareil, incontournable sur ces 2 années à Limoges. Je pense qu'il a réussi à se mettre tout Beaublanc dans la poche en 2 saisons, c'est pas à gagner. Et puis à l'intérieur, j'ai mis Fred Weiss aussi, qui pareil, bon, c'est un affect, un gamin. Je suis pas grand aujourd'hui, j'étais déjà encore moins grand quand j'étais petit, que j'allais le voir. Lui, c'est 2 mètres, je sais plus, 10, 12, 18, voilà. Et que je le voyais 1 mètre, j'étais 1 mètre en dessous sous l'entrejambe, je pense, et ça m'a beaucoup marqué. Mathieu, vous aussi, vous avez un peu comme Thomas regardé sur une période plus récente. On en parlait en antenne tout à l'heure. Vous disiez, moi, je me suis concentré sur la période que j'ai connue. Ouais, c'est surtout que j'avais pas compris la question en fait. Donc ouais, moi j'ai fait un 5 majeur de joueurs français que j'ai connu en tant que journaliste au Popu. Donc du coup, poste 1, Léo Westermann, super gars. Poste 2, Joe Gomis, le professionnalisme incarné, Joe Gomis. Poste 3, Nobel Bungu Kolo, forcément. Poste 4, comme Bonatoto, Adrien Moharmand, obligé. Et poste 5, là ça a été plus compliqué quand même. Hein. Du coup, je vais mettre Johan Petro juste parce qu'il avait... Ouais, je sais, tu rigoles. Mais juste parce qu'il avait apporté dans la conquête du titre 2014. 2014 ou 2015 d'ailleurs 2014. 2014, voilà, en étant plus important dans le vestiaire que sur le parquet. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de pivots français dominants durant cette période. Il a hésité avec Bernard James, mais il n'est pas français. Ouais, c'est ça. Ou Chisovski, peut-être, à l'aile. Merci. Et on aurait pu en citer franchement pléthore de noms qui manquent dans les listes de tous ceux que vous avez donnés. Internationaux, ouais, Bonato, Dacoury. Magnifique, moi je magnifique. m'y perds, c'est terrible. Oui, Bonato qui n'a pas de compte officiel Twitter en tous les cas. Non. Ouais. D'ailleurs, il y a eu une petite polémique, tu m'en parlerais bien, mais certains envoyaient des messages à Yann Bonato en lui disant putain, tu vas loin. Il y a un présentateur télé. Faut vraiment tomber dans le panneau parce qu'on voit quand même que c'est un compte parodique. J'ai quand même pris le temps de remodifier la biographie Twitter pour bien insister sur le fait qu'effectivement c'est un hommage
C'est le compte d'un fan qui forcément, là je m'appelle Thomas, Bonato. Et pour la petite histoire, c'est même Yann Bonato qui m'a demandé, il m'a dit tu connais Bonatoto parce que si tu pouvais lui dire de faire un truc, parce que j'en ai marre que les gens m'interpellent, m'envoient des mecs, des personnalités du basket et tout. Il a demandé de grandir, il envoie des messages en lui disant putain tu vas loin quoi. Ce qui m'a permis de rencontrer du coup le vrai Yann Bonato et de réaliser un rêve de gosse. Donc voilà. Mine de rien, Twitter a du bon quoi. Allez, on va enchaîner tout de suite avec la première rubrique de ce BBC. Elle est l'œuvre de Captain Bretzel, comme chaque semaine. Il a choisi cette fois une ambiance Game of Thrones. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas vu la série ne vont rien comprendre, mais c'est pas grave, on l'écoute quand même. Valar Morghulis les amis. Et bien voilà, ça y est, une énième saison de la lutte pour le trône du Cercle Saint-Pierre s'est achevée aujourd'hui. Alors je vais employer quand même le conditionnel, puisqu'avec les recours et contre-recours, on n'est pas à l'abri de surprise dans ce club si particulier. Potentiellement donc, exit Yuri Lannister et son parchemin de convocation qui n'est jamais arrivé, et coup dur j'imagine pour Jean-Léonard Varis et Tonio Picel. Quid également de Manuel Bellige, désormais peut-être ex-main du roi. Place donc désormais à Daenerys Forte, qui était jusque-là isolée dans les terres de l'Ouest, et comme de rigueur dans notre feuilleton préféré, elle arrive bien sûr en famille au sommet de l'organigramme cercliste. Elle arrive là grâce au renfort de ses 2 dragons juristes, et les annonces faites par les colporteurs évoquent la pluie de glorieux anciens chevaliers du royaume. Elle a rallié à sa cause quelques sauvageons et surfe sur la vague du changement souhaité par une partie du peuple vert de Beaublanc-Stéros. Quelques rumeurs circulent toujours cependant sur une revente aux Qataris ou plus au nord aux marcheurs blancs Bélachon. Plus sérieusement, et oui ça m'arrive, maintenant si les choses se font ainsi, pour elle le plus dur commence. La saison prochaine débute dès à présent pour mettre en place les staffs et effectifs, et on imagine mal le secteur administratif ne pas être copieusement remodelé vu les derniers échanges d'amabilité. On le sait, Beaublanc-Stéros peut passer aussi vite d'un appui sans limite à une défiance insoupçonnée, et les résultats ne devront pas se faire attendre. À propos de résultats, souhaitons également que ce menu remue-ménage ne perturbe pas trop l'armée régulière du peuple vert qui semble s'être remise d'équerre sur les parquets. Ce n'était certes pas contre les plus gros royaumes voisins, mais comptablement au moins le résultat est là. Jusqu'à présent, avec les différents dirigeants du CSP, en termes de série, on était quand même plus proche de Papa Schultz que de Friends. Maintenant, on lance un reboot de Madame est servie. Et quitte à parler de parquet, ce serait bien désormais que l'on évoque davantage celui sur lequel rebondit la grosse balle orange plutôt que celui des tribunaux. Merci Captain. Alors, vous l'avez tout entendu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette analyse de Captain liée à Game of Thrones un petit peu? Il faut avoir vu la série, c'est vrai, mais on comprend l'idée. Il faut l'avoir vu. Moi, je ne l'ai pas vu, mais bon, c'est un texte du chef, quoi. Voilà. C'est le chef de la Bretzel et compagnie, donc respect juste pour ça. Respect. Thomas. C'est magnifique, ouais. Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression de me manger 2 épisodes de Game of Thrones par semaine, donc tant mieux. Ouais, non, Captain, il est toujours dans le ton. Cette chronique est sympa, il est dans l'actu. Il est travail. C'est l'humour, il y en a peut-être qui vont pas comprendre. Alors, il y en a qu'il faut qu'ils se méfient parce que leur personnage finit mal quand même. Ouais, c'est vrai. Allez, on continue cette émission pour parler du Limoges CSP. Il y a quelques jours, c'était quasiment un enterrement de première classe pour cette équipe avec la défaite à Gravelines. Et voilà qu'après 3 succès consécutifs, eh bien, on se reprend à rêver des playoffs pour Limoges. Mathieu, est-ce qu'il faut vraiment croire à la qualification de Limoges? Oui, il faut vraiment croire à la qualification de Limoges. C'est loin d'être fait. Ils étaient en très fâcheuse posture après la défaite à Gravelines. Là, ils ont bénéficié d'un calendrier un peu plus favorable pour se remettre d'équerre. Aujourd'hui, ils vont se lutter avec quelques équipes, notamment avec Boulazac, Bourg-en-Bresse, Levallois. Mais Limoges a vraie chance d'accrocher les playoffs. Ouais. Vous ont rassuré ces 3 succès consécutifs, Karim? Autant le match face au Mans m'a rassuré un peu dans le jeu, dans la dimension physique de la défense, etc. Autant contre Chalon-Reims, pas du tout. Je me suis dit, on va vraiment passer à la trappe. On est passé de 10 points d'avance comme à Cholet, où on retombe dans nos travers et on finit à plus 4. Plus 4, ouais, je crois. Plus 4, un peu plus, ça, plus 8, non 80... bien plus 8, ouais, plus 8, c'est ça. Et non, et Cholet revient à moins 4, ouais, c'est ça. Je me mélange, Cholet revient à moins 4, donc là, on joue à se faire peur encore, quoi. Mais bon, j'ai l'impression que sur 3 matchs, on a récupéré le calendrier de Dijon. Et après, il va falloir voir le calendrier qui suit. Donc, on va à Boulazac lundi. Portel d'abord, on reçoit le Portel. Bon, après, on va à Boulazac. Pas facile d'aller gagner là-bas non plus. Est-ce que justement, ça va pas être le vrai test à Boulazac plus que le match? Moi, je dirais à Bourg-en-Bresse, le vrai test. Ouais. Sauf que si tu perds à Boulazac, ils sont super bien placés pour les playoffs. Ils ont le même bilan que nous. Donc, si tu perds à Boulazac, déjà c'est compliqué parce que tu perds face à. Et tu peux perdre le point d'avérage facilement parce qu'on n'avait pas gagné de beaucoup, il me semble. Je sais plus combien est le point d'avérage. C'est ce que j'allais regarder. Mais déjà, si tu perds contre Boulazac, tu as une victoire de Boulazac qui fait une super saison. C'est loin d'être gagné à mon avis. Hein. Ouais, moi, je regardais le calendrier tout à l'heure. Il nous reste quand même 7 matchs. Sur les 7, on se déplace à Boulazac, on se déplace à Bourg. Je suis d'accord, c'est pas fait le déplacement à Bourg. On se déplace à Pau,
c'est pareil. C'est pas fait. On reçoit le dernier match. Ouais, on reçoit l'Asvel, voilà, et on reçoit le Valois. Alors le Valois, ça voyage moins bien, mais quand même. Le problème, c'est qu'il faudrait pas que ça se joue à Pau. Il faut Ouais. pas que les playoffs se jouent là-bas, parce que là, on est mort. Ouais, on serait pas Et, bien. ça Ils sera sont un un peu beau moins match, bien, mais- là. En ce moment, ils sont un peu moins bien. Ils ont perdu des joueurs. Moi, je pense qu'ils vont lâcher quelques matchs d'ici la fin de la saison régulière. Pau, après, un classico, ça transcende. Sur les dernières années, à Pau, ça nous a pas vraiment réussi. Quoi. Ouais, et puis on reçoit l'Asvel aussi, hein, qui est premier. Ouais, qui tu va reçois l'Asvel, vouloir tu reçois le s'asseoir sa Valois. première Alors, place, c'est pas gagné, les playoffs. Assez c'est clairement pas paradoxalement, j'ai plus confiance sur la réception de l'Asvel, moi, qu'un déplacement à Bourg-en-Bresse, en fait, vu notre équipe. Est-ce que vous sentez le groupe déterminé C'est la grande question. Je sais pas. 5 points, on a gagné de 5 points contre Boulazac. Ouais, donc le point d'avérage, il n'est pas fait. Moi, c'est la grande question qui m'interroge. Effectivement, comptablement, on se rassure. Avec 3 victoires, il fallait les prendre. Dans ce qu'on voit, on sent quand même qu'il y a un vrai truc de cassé depuis la Leaders Cup. Alors forcément, moi, j'imagine que c'est quand même en partie lié aux troubles en coulisses. Quand il n'y a pas de capitaine dans le navire, je pense qu'aussi les joueurs le sentent. Ils sont peut-être tous en train de se dire, bon, l'an prochain, ici, ça sent mauvais. Moi, je joue pour ma gueule et je négocie un contrat. Moi, ça me donne un peu cette impression-là. Contre des équipes plus faibles, ça peut passer. J'ai un peu de mal. Après, j'ai quand même un espoir. Si on accroche les playoffs, c'est qu'on a des joueurs, notamment les Américains, très forts en attaque, qui se bougent pas trop le cul en défense. Globalement, c'est notre équipe. Une fois qu'ils se mettent en mode playoff, ça peut changer des choses. Non, mais attends, ouais, si tu c'est te des mets en tueurs, mais mode là- playoff, tu vas te qualifier 7e ou 8e. Si tu ramasses Lasvel ou Monaco d'entrée, si tu ramasses Monaco, c'est mort pour moi. bah ouais, ça va être compliqué. Ouais, Oui, quand même, non, hein. mais je suis d'accord. Donc- C'est le rare espoir, mais honnêtement, moi, j'y crois pas. Parce que la vraie Non, question pas qu'ils pour sont moi, en c'est mode pas les playoff, moi, playoffs, je pense qu'ils c'est cherchent ce des qu'on fait. contrats. Ils sont pas en mode playoff, ils Après, cherchent tu des regardes, contrats. honnêtement, Oui. tu regardes aujourd'hui les prestations de Jordan Taylor, Dwight Hardy, c'est des prestations de haut niveau. Là, Mais normalement, c'est leur standard, ils devraient Ouais. être comme ça toute la saison. C'est vrai, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a Ça pas n'a été pas le été cas. le cas. Donc là, on arrive sur la fin de saison. Je pense clairement que c'est des joueurs qui cherchent des contrats. Et comme le dit très bien Bonatoto, c'est des mecs qui. Je sais même plus ce que tu as dit. Non, mais je disais que oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, on sent qu'ils jouent chacun pour leur, Voilà, c'est ça. pour leur poire. Et C'est puis, ça, ils jouent chacun pour leur port pour se montrer, voilà, en se disant dans quel merdier je suis avec tout le bordel qui est autour, UCSP, je sais même pas qui sera président dans 2 mois, etc. Oula, moi je vais pas me faire chier, je me case ici quoi. Ouais, tu peux pas dire ça d'un Dwight Hardy qui quand même joue comme ça quasiment depuis le début de la saison. Ses premiers mois ont vraiment été délicats. Ouais, Et depuis 6 il mois, a- depuis il a 6 ce mois, il est niveau-là vraiment bon. depuis un petit Ouais, moment mais quand même, ouais. Dwight Hardy. Jordan Autant il y en Taylor a est qui beaucoup s'effacent. plus inconstant. A été beaucoup plus inconstant, c'est vrai. Là, en ce moment, il est très bon. Il n'a pas toujours été à ce niveau. C'est vrai que quand il est à ce niveau, par contre, c'est plus Moi, le c'est- même Quand CSP. il est à ce niveau, C'est pas tant d'ailleurs individuellement certains joueurs qui me posent problème, c'est vraiment le collectif. Et c'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, je trouve, enfin, sur l'implication de tout le monde. Alors, l'imbroglio avec un Inglis, etc. On sent vraiment que j'ai l'impression que l'équipe dans son ensemble, moi, me paraît plus fragile. Après, 2014, on a une équipe quand même de joueurs qui, pendant la saison régulière, jouent un peu pour leur poire, hyper irrégulière, mais doués en attaque. Et quand ils se mettent en mode playoff, ils y vont. Merci messieurs. C'est donc terminé pour ce petit débat là sur les prochains matchs du CSP. Je vous propose de passer, c'est un peu une tradition non, qu'on a installée dans cette émission, au quiz. On a préparé 5 questions pour mettre à l'épreuve un peu vos connaissances sur Limoges. Et on a choisi pour thème, donc pour ce quiz, les meneurs du Limoges CSP, américains, français. À vous de voir. Je vais vous donc donner le cursus de 5 joueurs. À vous de deviner qui c'est le premier prononce son nom. Premier joueur, donc il est né le 21 août 1981 à Édin, dans le Pas-de-Calais. Je suis champion du... Roussel ? Non, je crois pas. Je vérifie tout de suite. Il doit être impressionnant. Ouais, c'est le Pas-de-Calais, le côté nordiste. Ouais, le Pas-de-Calais, moi en regardant... Westerman. Ah non, il est né à Non, Strasbourg, lui. d'Alsace. Voilà, non, non, Il a évidemment. perdu les réponses, là, je crois. Non, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Roussel. On y va, je recommence. C'est parce que je vais prendre maintenant la première personne. Je parle comme si c'était ce joueur. Hein. Je suis né le 21 août 1981 à Édin, dans le Nord-Pas-de-Calais. Je suis champion du Nord en minime et je suis formé à Cholet en même temps Roussel. que Mike Gelabal. Non, ce n'est pas lui. À 19 ans, je signe mon premier contrat pro à Châlons en Champagne. Roussel. En Pro B. Toujours pas. En 2004, je rejoins Quimper, un club avec lequel Vincent j'ai dit- Mouillard. Exactement, bravo. Voilà Il est Vincent bon. Mouillard, qui avait joué La mouille. à Ouais, fallait le Limoges. trouver, ouais. En 2008, il avait signé au Limoges CSP. Il avait joué sous les ordres de Éric Girard, cette période-là. Vous en- Un point pour Mathieu Marot. Deuxième joueur. Bien que né le 16 juillet 1963 à Ovar, au Portugal, eh bien, je suis français. Randall Meida. Non, pas du tout.
Je cache mes feuilles parce que je sens des petits regards un Tu peu y triches. sur les fiches. Alors je continue. Donc je suis français, je suis issu du centre de formation du CSP, donc formé à Limoges. Je fais partie du groupe professionnel en 83-84 et ma carrière m'a emmené ensuite à Saint-Brieuc. Donc ça va, vous voyez, dans des périodes que vous n'avez pas connues. Il faut chercher. J'étais même pas né. Donc Oui, il a c'est joué à Saint-Brieuc, à Reims, à Golbet-Épinal, au Havre. Avec ce club normand, il a accédé en Pro B puis en Pro A et il est devenu ensuite coach des espoirs où il a découvert de grands joueurs. Souza, Exactement, Jean-Manuel Souza. un entraîneur du Havre. Voilà, qui est passé ensuite par Cholet, il me semble, avant d'atterrir à Saint-Quentin. 2 points pour Mathieu Marot. Troisième joueur à découvrir. Je suis né le 27 septembre 1964 à Boulogne-sur-Mer. J'ai débuté à Outreau et je fais ensuite tous les clubs du coin dans le Nord. Boulogne, Le Portel, Berck, où il s'est particulièrement affirmé. Je suis recruté par le CSP en 88. Je passe 2 saisons et je participe notamment au premier Final Four du Limoges Dobels CSP. Non, pas tout à fait. Bien sûr, c'est la bonne période, mais c'est pas ce joueur-là. Donc, il a joué le Final Four de Saragosse en 90. Il a poursuivi sa carrière à Châlons en Champagne jusqu'en 2001. Puis, il est revenu dans sa région d'origine où il est devenu manager général du Portel. Là, on approche, ça devient un petit peu plus facile. Club qu'il a fait monter en Pro A. C'est vraiment un illustre Limougeot, hein. Attention, une sérieuse gâchette. J'étais surtout, d'ailleurs, reconnu comme un redoutable shooter à 3 points. Vous ne pouvez pas ne pas connaître ce joueur qui aujourd'hui est dirigeant au Portel. Alors là, Les gens au Portel. Dirigeant au Portel. Oui, c'est bien ça. Hormis Girard. Oui, il y a Éric Girard, bien sûr, l'ancien non. ancien joueur. Là, on parle du Ouais. meneur du Limoges CSP. C'est Pascal Julien. Ah ouais. Pascal Julien. Je t'avoue, Incontournable à j'ai pas l'époque, hein. révisé mon Oui, encyclopédie je t'avoue, du je CSP. savais pas. Banc qui rentrait, qui J'aurais qui dû à lire 3 le livre. points, Ouais. Pas dans le 5, mais un rond. J'y étais pas. Moi non plus. Hugues Blondeau, C'est-à-dire, si j'étais- tu nous écoutes, pardonne-nous. Ouais, pardon. hein. Et j'en ai 2 en plus. Alors, Pardon, un plus facile. On va aller dans votre période. Vous qui êtes jeune. Je suis né le 2 juillet 1978 et après ma formation en Normandie, j'ai signé à Nancy, club avec lequel j'ai remporté la Coupe Corach en 2002. Je pars ensuite en Espagne où je fais l'essentiel Joe de... Gomis. Exactement, Ah, Joe punaise, Gomis. C'est mon gars. Je vais le dire. Ouais. Voilà, qui a gagné, donc on rappelle l'Euro Challenge avec Nanterre. Il a arrêté sa carrière il y a 3-4 ans maintenant, en Ouais. 2015, il me semble. Allez, dernière manche, dernier joueur à trouver. C'est un carton plein pour Mathieu. Pour le principe, on y va. Je suis né le 7 octobre 1957 à Cliron, dans les Ardennes. Je débute ma carrière à Reims et je la poursuis à Asnières et au Mans. Pour l'instant, c'est compliqué. Au Mans, c'est là-bas que ce joueur a fait ses meilleures performances. Et c'est là ensuite que ça lui a permis de signer au Limoges CSP. Il a terminé sa carrière au Paris Racing, où il a entamé une carrière de coach d'ailleurs. Benio. Et voilà, Greg Benio. Grégoire Ah Benio, oui, donc. effectivement. Bah voilà. Merci d'être C'est venu. truqué, Merci. Merci, hein. c'est Ouais, truqué. vraiment, Merci, super ouais. quiz. Super quiz. Et tu devrais le faire. On repart avec Stéphane plein de Brun, cadeaux. là, le lundi soir. Tu y arriverais peut-être. Allez, on continue donc Merci messieurs d'avoir participé. Victoire de Mathieu Marot. Et on continue donc cette émission. On va Bravo, parler bravo. de l'actualité cette fois du Limoges CSP. On va redevenir un petit peu plus sérieux pour parler notamment de la lutte qui fait rage au sein de l'association. Pour savoir qui a le pouvoir. Il y avait aujourd'hui, en cette journée de mercredi, une manche judiciaire, hein, ça se jouait aussi sur le terrain du parquet judiciaire. Mathieu, racontez-nous un petit peu ce dernier épisode. Ce dernier épisode, déjà, ça a commencé ce mercredi matin avec la décision du tribunal de grande instance de Limoges qui a refusé d'ajourner l'assemblée générale de Limoges CSP Elite. Donc l'assemblée s'est bien tenue ce mercredi après-midi. On s'attendait à ce que Céline Forté, accompagnée de sa mère et de son frère, prenne le pouvoir dans cette association qui, rappelons-le, détient 85% des parts de la SASP, Limoges CSP. Finalement, ça n'a pas été le cas pour des raisons juridiques, purement juridiques en fait. C'est remis dans quelques jours pour le moment. C'est un peu le statu quo. Ça ne remet pas forcément en cause la suite des événements, mais c'est un petit peu statu quo. Le clan de Céline Forté va devoir convoquer un bureau directeur qui devra procéder à l'élection du président du Limoges CSP Association. Donc les prochains épisodes, c'est pour quand là dans le Dans les calendrier prochains jours, a priori, ça peut se faire rapidement, la convocation de ce bureau directeur. Comme l'Assemblée Générale s'est déroulée de manière un petit peu,
on va dire, houleuse, les deux camps étant pas forcément sur la même longueur d'onde. Personne n'a voulu prendre le moindre risque en respectant scrupuleusement les règlements de l'association, les statuts de l'association. Donc peut-être dans les 48 heures, honnêtement, j'ai pas de date, mais ça peut aller assez vite. Ouais. Il faut que ça aille vite de toute façon, puisque normalement l'AG de la SASP doit être programmé au 30 avril. Donc ça laisse 13 jours pour convoquer. À mon avis, ouais, effectivement, je pense que dans les 48 heures, il faudrait que ça soit même un peu plus. Oui, sachant que l'AG 48 de la SASP aurait dû, dans un monde idyllique, aurait dû avoir Déjà lieu être convoqué, avant 31 décembre 2018. Ouais. A déjà été reporté, cet AG, et pour l'instant, il n'y a aucune convocation qui a été lancée pour participer à l'AG de la SASP, ce qui pourrait devenir problématique à terme quand même. Puis il faudrait que ça aille vite parce que derrière les affaires en coulisses, il y a quand même une saison prochaine à préparer. Et là, je ne sais pas qui prépare quoi, comment ça se passe en coulisses. Les recrutements, notamment des JFL, c'est à cette période-là que ça se fait. La négociation pour l'Eurocoupe, je ne sais pas exactement. Enfin, voilà, on imagine mal que le CSP. Bien sûr qu'il y a des gens qui travaillent, bien sûr, mais on imagine quand même que l'ambiance et les incertitudes actuelles ne doivent pas aider quand même J'espère à que préparer. la direction actuelle n'a pas envie non plus de descendre le club et continue à faire son travail correctement. J'espère aussi. On sait que Yuri Verrias était à Berlin à l'occasion La semaine d'une dernière, réunion exactement de l'Eurocup. Donc Yuri Verrias continue à faire son travail au sein du Limoges SP. Tout ne s'est pas arrêté. Après, c'est vrai que c'est un peu plus délicat en ce qui concerne le recrutement. Pour l'instant, ce serait un peu statu quo. Disons que même s'il y a des gens qui travaillent en interne au club, on imagine mal aussi un agent de joueur aujourd'hui dire à son joueur va là-bas, c'est sûr, l'an prochain, le staff va être bien, le contexte va être bien. Quoi. Ouais, mais t'as raison, c'est compliqué. Déjà, tu sais pas vraiment. L'agent d'un JFL convoité. T'es entre deux eaux, tu te dis négocier avec Olivier Bourguin, mais ça se trouve demain il est parti. Frédéric Sarr, il est encore loin d'être arrivé. Tu sais pas trop à qui parler aujourd'hui quand tu veux mettre quelqu'un au Limoges SP. Je veux pas donner son nom, mais je sais que Limoges SP s'est intéressé à un très bon JFL intérieur du championnat. Et bon, effectivement, il était intéressé par Limoges. A priori, il va prendre la direction d'un autre club. Bon, ça c'est normal, ça va pas bousiller la saison à venir, mais ça va mal l'engager quoi. Non, mais tout surtout dépend pour les après, JFL. quand Le est-ce que JFL, tu ça se fait commences. maintenant. Après, les Ça Américains, commence. voilà, les Américains, tu peux le faire plus tard, c'est moins gênant. Quoi. Il faut vraiment commencer avant le début des playoffs, sinon. Ah oui, t'es non, mort, mais c'est maintenant, ça Sinon, t'es mort. commence tout juste, il faut pas être alarmiste non plus, Oui. c'est le début du marché des JFL, tu as également quelques JFL qui sont sous contrat, tu pars pas à zéro non Bien plus. sûr, bien sûr. Merci messieurs. On termine là ce dossier sur l'Assemblée Générale du Limoges CSP pour enchaîner avec la rubrique de notre autre chroniqueur de cette émission. C'est Hugues Blondeau. Hugues Blondeau, vous le connaissez, c'est l'historien en chef du Limoges CSP. Il va nous parler aujourd'hui de quelques buzzer beaters entrés dans la légende du club. On l'écoute. Combien de fois notre cœur s'est arrêté de battre au moment où le buzzer retentit et que le ballon encore en l'air est sur le point de décider du sort du match. Fortement déconseillé pour les cardiaques comme mon père, ce moment clutch nous a tous amenés à aimer le ballon au panier. Ces buzzer beaters, il y en a eu beaucoup. Certains sont entrés dans l'histoire. En 2007, je me souviens de ce tir à 3 points fulgurant et polémique d'un Lituanien à la Coupe Moquette, Andrius Ragauskas. À 8 dixièmes de seconde de la fin, il donne la victoire au CSP, 68-67 face à l'étendard de Brest. L'ex-Limougeot Jimmy Verhoeff fustigea la table de marque, tandis que son entraîneur Ron Stewart rejouait l'action en coulisses, estimant impossible de planter une telle banderie en si peu de temps. La réclamation déposée par les Bretons n'aboutira pas pour le plus grand plaisir du président-entraîneur de l'époque, Frédéric Forté, en mal de victoire. Il y a des années cela, en 1978, le tir de Claude Bologny en finale d'ascension de la Nationale 2 est passé à la postérité. Limoges était confronté au Agnières Sport de Francis Flamme et il se déplaçait à Nanterre, salle Maurice Thorez, avec 200 fans limousins au soutien. À 4 secondes de la fin, les banlieusards menaient d'un petit point, mais voilà que la page, selon le récit du regretté Pierre Jacques, dans le populaire du centre, réussissait à s'infiltrer avec sa rendue coutumière dans la raquette parisienne et à marquer d'une manière acrobatique. 88-87, il scellait le sort du match en faveur de la patrie verte. Au match retour, Gérard Métadier validera le billet de la montée d'un point encore au lancer de France cette fois-ci, à quelques secondes de la fin. Peut-être que sans ces paniers ultimes de la saison 77-78, le clutch Saint-Pierre-Limoges n'aurait jamais été ce qu'il est devenu, la capitale du basketball français. Karim, expliquez-nous déjà aussi, vous, si vous avez des souvenirs de buzzer beaters mémorables à Limoges. Je crois qu'il y a celui Moi, de j'en ai un en tête. Léo Westermann en Euroleague il y a 3 ans, qui en avait fait un. Il en a fait 2, je crois, la même saison. Deux la même saison, ouais, exact. Ouais, un contre l'Asvel, je crois. Et un contre le CSKA Moscou. Ouais.
c'est ça. Ça, c'était extraordinaire. Ça m'avait fait exploser le siège, tout péter. Cette année, il y a William Howard à Berlin. Oui. Non, c'est chez les Turcs, à Tofas. À Tofas, où là, j'avais la tablette. Lui, la tablette, elle a volé. Il tombait sur le chat. Ça a failli enflammer Mais le chat l'immeuble. n'est pas mort. Le chat n'est pas mort. C'est bon, la tablette non plus. Mais c'était la folie. Ouais, ceux-là m'ont bien Et marqué. le petit c'était shoot dur de d'enfant. Ken McCartney contre Poitiers. Ah oui, j'ai laissé un iPhone, c'est vrai. J'en Oui, avais voilà, je parlé me la rappelais qu'il y en dernière avait fois. en Pro B qui avait pareil, qui était Kyle incroyable. McCartney. Alors c'était en Pro A d'ailleurs, on m'a fait la remarque après l'émission, Oui, l'enregistrement de tu l'émission. jouais C'était ton en maintien, Pro A, ouais. Ça jouait le maintien et c'était, je crois, c'est Wanamaker et McCarlining qui vont faire le pressing le long de la ligne de touche, je me rappelle de mémoire. Il y avait eu des lancers francs de ratés juste avant du joueur de Poitiers. À ce moment-là, Wanamaker récupère le ballon, qu'il donne à McCarlining, et là, ficelle. Et c'est Sur la truffe, Ah son ouais, joueur. le toit s'est envolé, il est jamais retombé et ça, c'était extraordinaire. Moi j'en ai en tête aussi. Que j'avais Raconte-le, vécu. t'as envie de le raconter. Non, mais je le reimagine parce que ça remonte. C'était à l'époque Pro B. Je me souviens d'un panier de la gagne marqué par Ragoskas contre Quimper, qui était assez mythique parce qu'au moment où il fait la remise en jeu, il me semble qu'il doit rester 1 seconde et 2 dixièmes. Et ce qui est quand même hyper étonnant, c'est que sur cette seconde et 2 dixièmes, elle a dû durer 4 secondes. Il y a eu le temps de faire une passe, arriver à Ragoskas, qui a eu le temps de reculer derrière la ligne de 3 points, de shooter et de le mettre. Bah, c'est ce que Hugues raconte dans sa chronique, ouais. Et ça c'était fou parce que moi là à l'époque je couvrais le CSP et on avait l'équipe de Quimper, il me semble que c'était Cousin d'ailleurs à l'époque qui allait entraîner Limoges quelques années après et vraiment ils étaient fous. Ils étaient fous, les dirigeants de Quimper, en revenant dans le vestiaire. Ils nous prenaient à partie, les journalistes. Ils disaient, mais vous l'avez vu, vous étiez au bord du terrain. Il a reculé. Alors qu'ils savaient pas que toi, En une seconde, ils répétaient tout le temps ça. En 1 seconde et 2 dixièmes, tout ce qu'ils ont fait, c'est pas Ils possible. savaient pas que toi, t'étais le mec de plus mauvaise foi dans Beaublanc, quoi, en plus, quoi. Mais voilà. Pourtant, il y a de la compétition. Il y a du monde, hein. Allez, on va enchaîner avec un nouveau sujet, si vous voulez bien. On va parler de la salle maintenant. Pensez-vous que le CSP aura un jour une nouvelle salle ou est-ce qu'il est condamné à rester dans ce Beaublanc tel qu'il est aujourd'hui? La vraie question est de savoir si le CSP a les moyens en fait, de remplir une salle de 8 à 10 000 places. Voilà, des questions qu'on a envie de vous poser et de savoir votre opinion. En tant que supporter, est-ce que Limoges a besoin d'une nouvelle salle? Karim ou Thomas? Moi, je pense pas que le CSP ait besoin d'une nouvelle salle. Par contre, il a besoin sérieusement d'un coup de polish à Beaublanc. Et je pense, moi, que le CSP est capable de remplir une salle de 8000 personnes. Un Beaublanc augmenté de capacité, un Beaublanc monté à 8000, 8500. Je suis pas architecte, je sais pas jusqu'où on pourrait aller. Mais pour moi, Limoges a largement les moyens d'avoir une salle de 8 à 10 000. Et pour moi, ça sert à rien d'aller chercher une aréna, effectivement, démesurée. Mais je vois à Pau, par exemple, le Palais des Sports de Pau, c'est presque 8000. Je crois que c'est 7900, quelque chose comme ça, juste en dessous de 8000. C'est une ville qui est quand même plus petite que Limoges. La ferveur basket, même si elle est importante, c'est pas la même qu'à Limoges. On imagine quand même... Enfin, faut quand même bien réaliser à quel point la ferveur ici, elle est unique en France. Donc on a largement de quoi remplir une salle à 8000. La question, c'est à quel tarif? C'est bien sûr, on va remplir une salle à 8000 en achetant des places à 40 € contre le Portel. Ouais, mais après, si tu as une salle à 8000, tu pratiques pas les mêmes tarifs qu'une salle à 5000. Oui, mais je pense même aujourd'hui que les tarifs sont pas adaptés même à la capacité de Beaublanc. Aujourd'hui, la preuve, c'est que... Normalement, ça doit te lisser les prix. Plus Voilà, tu on ta fait capacité, pas plus C'est ça trop te cher, le lisse le CSP prix. c'est trop cher. Ben, on fait plus du sold out. Mais toi, c'est t'es trop cher. content, la ouais. dernière fois que t'étais venu, t'étais bien placé en plus. Hein. Non, mais c'est vrai que les Non, mais là, tarifs j'ai sont pris un peu 3 élevés. places, moi, pour un ami contre le Portel qui m'a demandé de les prendre. 3 places contre le Portel, 84 €. Ben, c'est plus cher qu'un match c'est plus cher qu'un match de foot de Ligue 1, c'est plus Oui, cher que c'est- des matchs européens de football, c'est pas normal. Alors moi, je veux pas les défendre loin de là, les dirigeants, mais à un moment donné, Beaublanc est toujours plein. Si tu veux, t'es un peu coincé par... 92,5% ils avaient Ouais. fait dans la T'es un conférence. peu coincé par la capacité de Beaublanc, tu t'adaptes, tu Alors, fais tes Sauf, tarifs un peu en et je vais fonction de prendre une ça. rengaine que j'ai souvent sur les réseaux sociaux, sauf si tu décides d'ouvrir de manière systématique les places debout. Là, je suis d'accord avec toi. C'est que là, on pourrait remplir Beaublanc plus facilement avec des tarifs plus acceptables et aussi faire venir un autre public à Beaublanc. Parce qu'on Non, mais va pas quitte se à mentir, solder le même public les de dernières Beaublanc, places il vieillit. Et pour l'ambiance, c'est faire venir des jeunes, des étudiants à 10 balles en place debout, tu remplis, tu prends des centaines de jeunes. Et en Non, plus, mais t'es ça- pas perdant financièrement. Ça fait des gens qui vont consommer des bières à la mi-temps. Ça fait une ambiance télévisuelle. Parce qu'on faisait la remarque avant l'émission. J'ai l'impression cette année que le CSP a été très peu télévisé par rapport d'habitude. En dessous de ses standards. Ça reste une équipe assez télévisée, mais il a été On bien a été plus. beaucoup moins que l'année Ouais, dernière. voilà. Et je pense aussi que l'ambiance de Beaublanc doit jouer. Il y a les résultats sportifs aussi qui aident pas. Et puis c'est des gens qui viennent à Beaublanc une première fois à 10 € en place debout, qui découvrent une ambiance phénoménale. Et ben ils vont en parler à leurs copains, ils vont en parler à leurs collègues, à leur famille. Ils vont revenir.
C'est Moi, comme je ça vais que tu être crées un honnête, nouveau public. Je comprends pas cette histoire de place debout, ça me dépasse. Au départ, on nous avait expliqué que c'était pour des raisons de sécurité. Je comprends pas pourquoi des fois t'es en sécurité. Mais quelle debout, et sécurité? des fois, Contre t'es pas en- l'Olympiakos en 93, il y avait sécurité. 8000 personnes dans le Non, mais stade, ça, c'est des gens autre de chose. fou. Mais Mais là, c'est c'est tout, un- la non, sécurité, ça, elle c'est était un quoi? autre temps, ça. Faut arrêter un Karim, peu les c'est conneries. Alors moi, autre temps, ça. c'est Mais une ce soit question notre que je temps ou pose pas, souvent c'est sur les pareil, réseaux c'est pour Pour sociaux. ceux qui ont raisons de connu sécurité. justement ces matchs, j'y étais. Voilà. Il suffisait qu'il y ait un incendie dans le stade, ça aurait été dramatique. Pour je les suis les d'accord. vacances, Maintenant, les des gens, c'était questions impossible. d'assurance et tout. Tu peux pas faire ça. Je te parle juste, moi, des places debout en championnat de France. Ouais. Parfois, c'est ouvert, parfois, c'est pas ouvert. Mais Moi, je comprends pas pourquoi. ils ouvrent les places à partir du moment où toutes les places assises sont vendues. Voilà c'est la vrai. politique. Mais qu'est-ce Moi, qu'on en a à j'ai faire vu si une toutes les fois une places assises situation sont vendues? aberrante à la boutique. J'étais à la boutique en centre-ville un jour. Devant moi, il y a 2 personnes qui veulent acheter des places. Je crois que c'était pour une douzaine de personnes. Donc une bande de copains qui veulent aller voir le match du week-end à Beaublanc. Et on lui dit, eh ben non, monsieur, il n'y a pas assez de place. Vous pouvez pas être à 10 à côté. Donc il dit, pas de problème, mais mettez-moi les places debout. Ah non, les places debout peuvent pas être en vente parce qu'en gros, il reste suffisamment peu de places assises. Donc eux, ils se retrouvent marrons. Et donc là, tu as 10 personnes qui veulent aller à Beaublanc entre amis. Et on leur dit non. Pathétique. C'est absolument ridicule. Et bien entendu, donc ça devait être 5 jours avant le match, 3 jours plus tard, les places debout étaient ouvertes. Mais est-ce que ces personnes-là ont finalement acheté les places debout? J'en sais rien. C'est pathétique par rapport à l'ambiance, par rapport à ça crée. Je comprends pas, quoi. On peut regarder dans Beaublanc s'ils étaient là ou pas. Bah, c'est du Ouais, business. bah, Ils vendent d'abord les places qui sont plus chères avant de vendre les moins chères. C'est la logique même. Ouais, mais mais à un c'est- moment donné, tu veux remplir ou pas ton stade aussi? Il y a ça. C'est en termes le d'ambiance, business, il le plus passe par là problématique en termes de. Et même, je pense qu'en d'argent, termes de ça- business, tu gagnerais. Enfin, c'est pas les mêmes publics. Il y a des gens, ils ne voudront jamais être debout. Enfin, je veux dire. Il y a des gens qui ne mettront jamais 20 euros pour Voilà, aller voir un match il y a de des gens, basket. ça les intéresse pas de regarder d'être debout pendant une heure et demie, 2 heures, ça les intéresse pas, ils auront pas les jambes, ils auront la flemme, voilà. Mais c'est pas grave. Mais il y a des gens au contraire qui veulent ça, qui vivent ça, et en termes d'ambiance, le lien que ça Mais fait le entre les sport tribunes, debout, c'est incroyable. C'est la culture du sport. Regardez le match debout quasiment. C'est bah, c'est oui. comme si tu demandais Dans les virages, à Marseille, dans les virages au football, c'est comme si tu demandais aux gens d'être assis, quoi. Voilà, c'est pas pareil. Au mur à Dortmund, tu vas pas leur demander d'être assis, les gens. Moi, on m'a déjà demandé de me De toute façon, rasseoir à il n'y Beaublanc. a pas de siège, de toute façon. Ma voisine de derrière m'a déjà demandé de me rasseoir. J'avoue, j'étais un peu ulcéré. Mais... Ah bon Ils mettent des Ouais, en sièges. Ligue des Champions, les stades de foot, même les virages sont équipés de sièges. C'est obligé. Il n'y a pas de place debout en Ligue des Champions. Contrairement au championnat où certains stades peuvent permettre la station debout dans les virages. Et si à la limite, il y avait une règle qui interdisait les places debout, moi je serais le premier désespéré, mais à la limite, il y aurait une règle. Là, visiblement, il semble que dans le règlement de l'Eurocoupe, il y a cette règle-là. Je trouve ça débile parce que ça n'existait pas il y a encore 3-4 ans en Eurocoupe, mais soit. Mais en Pro A, il n'y a pas cette règle puisqu'on peut vendre des places debout de temps en temps. Non, mais C'est je là suis où c'est d'accord avec absurde. toi. En plus, on voit que Beaublanc a pas du tout la même C'est pas du tout la même ambiance. allure. Si tu as les places debout qui sont ouvertes ou si elles ne Beaublanc, sont c'est pas Beaublanc s'il n'y a pas de supporters debout, c'est tout. Après, en termes d'aménagement, je pense que c'est compliqué aujourd'hui d'agrandir le stade comme il est. Tu disais, ouais, pas d'aréna, ni rien du tout, mais il faut voir. Il y a des études qui existent il y pour a des agrandir études. Beaublanc, mais après, je sais pas de combien de temps. Après, une aréna aujourd'hui, ça paraît compliqué qu'il y ait une nouvelle aréna à Limoges. Ah non, Déjà, pourquoi si tu faire arrives un à demi-stade, moderniser un vélodrome Beaublanc, couvert, etc. Non, mais c'est bon. pour moi, on va l'idéal, pas ce se serait faire chier passer avec une aréna. Beaublanc à 8000. tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça, tu arrives peut-être une des tribunes qui est derrière le panier, il y a peut-être des choses à faire pour les améliorer. Celle où tu as la buvette, celle qui est amovible, je pense qu'aujourd'hui tu as la capacité, la largeur suffisante et la hauteur suffisante pour faire une vraie tribune. Moi, dans ce cas-là, je ferais descendre les supporters ou les ultras ou les phoenix, je les mettrais derrière le panneau. Parce Ça, que c'est- pour moi, des groupes de supporters doivent être derrière un panneau. On est quand même le seul club avec des groupes de supporters aussi dingues qu'on envoie en travée haute. Ouais, mais ils Ouais, sont voilà. trop nombreux aujourd'hui pour les mettre derrière. Et puis, c'est les places qui Non, se mais ils vendent sont le trop plus cher. nombreux. Ils sont Oui, trop non, mais nombreux c'est sur encore cette une fois dans tribune-là. une logique Sur voilà, cette juste tribune financière amovible, et pas ils sont trop d'ambiance. nombreux, mais si tu fais une vraie tribune en dur aujourd'hui, parce qu'il y a largement la place, il y a un espace derrière là où il y a des ports de sécurité qui servent strictement à C'est rien. tout le matos qui est là-bas derrière, c'est les panneaux, c'est tout le matos d'équipement, c'est les stockages de matériel qui est Non, derrière mais la tribune. c'est sûr qu'aujourd'hui ça paraît compliqué, mais on peut rêver de se dire qu'il y a sûrement une façon, moi, je suis pas architecte, hein, d'améliorer Beaublanc et en cassant peut-être 2-3 trucs. Je sais pas encore une fois qu'est-ce qui est possible et à quel coût, mais ça me paraît pas dingue de dire bah, Beaublanc, on le passe de 5600 à 8000. Voilà. En plus, cette salle de l'AINAM, elle a une histoire. Un des chantiers, C'est en cours. quelle que soit la Faut que ce soit un des municipalité, voilà, chantiers, c'est quelle que déjà soit en la cours, mais municipalité, ce quelle sera- que soit la direction, il faut qu'ils se penchent sur ce De toute façon, il y a côté-là. bientôt des élections municipales, donc c'est sûr que ça va revenir dans les discours. Ça reviendra et ce sera à mon avis réalisé. Non mais quand tu vois sur les dernières finales 2014 et 2015, si tu avais eu 12 000 places, 15 000, tu les sans faisais problème. quoi. Tu les faisais sans problème avec les gens qui avaient dans le stade de foot à côté. Mm. Aujourd'hui, tu pourras pas doubler ta capacité, mais effectivement, à mon avis, rajouter 2000 ou 3000 personnes, je pense que c'est jouable. Il faut voir techniquement combien ça coûte. Aussi, il y a ça. Je pense que ancienne direction, future direction, ils ont des projets avec le pôle multimodal le long de l'autoroute là, voilà, tous les trucs comme ça. Donc,
Il faut voir les finances qu'il y aura. C'est surtout ça. Et qui va payer, qui accepte de payer, si c'est la commune, si c'est le club qui prend une partie à sa charge. Il faut voir aussi qu'il y a le hand qui est en train de pousser derrière. Il ne faut pas non plus les négliger cela. Parce qu'aujourd'hui, ils commencent à faire de l'ombre au CSP. À voir si la municipalité ne dit pas si l'année prochaine on faisait un match sur deux, un coup du basket, un coup du hand, faut voir derrière, c'est pas la même histoire. Après, pour le hand, je suis persuadé que si le CSP reprend du poil de la bête, y compris en coulisses, ça changera quand même la donne. Il y a la place pour 2-3 clubs hein, dans une ville comme Limoges. Il Mais peut y dans avoir une ville du comme hand Limoges, qui il y a la cartonne, place. il peut y avoir du basket qui cartonne, on peut avoir une équipe pro de foot qui n'y arrivera pas. Mais voilà, c'est possible. C'est pas pressé, ça. On a assez Non, mais d'habitants tout est pour possible. nourrir. Oui, je pense que le trois CSP clubs, hein. et le LH peuvent tout à fait Tout à cohabiter. fait. Ouais. Ils peuvent tout à fait cohabiter. Puis Allez, on se après, dépêche, pourquoi pas messieurs, rêver parce d'un- qu'on a un petit club peu de omnisport. retard. Et on va terminer par, bien sûr, les trophées traditionnels qu'on donne en fin d'émission. Un trophée chacun que vous avez envie une personne, une action que vous avez envie de récompenser. On commence dans l'ordre avec Thomas. Ok, alors moi je vais décerner le trophée Intolob. Alors Intolob, en fait, c'est un nom que j'ai inventé. C'est facile, c'est Bolotny à l'envers. Et je vais le décerner aux dirigeants actuels du centre de formation parce qu'ils font tout à l'envers. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, à la fois d'un point de vue extra-sportif, on a les histoires d'altercation entre joueurs du centre de formation. Je ne reviendrai pas sur l'épisode des sandwichs. Et sur le parquet, je rappelle aujourd'hui pour un club qui a un soi-disant projet jeune, le club Espoir est 16e. Il vient d'enchaîner 11 défaites consécutives, dont la dernière de 43 points. On n'a aucun jeune qui joue en pro. Donc voilà. Si, il y a des jeunes qui jouent en pro quand on gagne de 25 points et qu'il reste 1 minute 10. Oui, enfin voilà, c'est ça. Mais sinon, le projet jeune, je ne sais pas où il est. Et donc voilà, vivement que le centre de formation soit repris par des gens qui s'en occupent de la bonne manière. Karim. Alors dans le même esprit que Thomas, c'est le trophée Luigi Mantegna. Luigi Mantegna qui est le pire boxeur de l'histoire de la boxe, qui a 63 combats, 60 défaites. Voilà, justement pour cette histoire encore du centre de formation et deux jeunes qui, pour une copine, se mettent dessus. Voilà. Mathieu, votre trophée? Moi, mon trophée, c'est pour Dwight Hardy, quoi. C'est le trophée, trophée MVP. Hein. Après, vous pouvez Vous voulez récompenser sa forme actuelle. Ouais, quoi. sa forme actuelle, plus que sa forme actuelle, sa régularité, quoi. C'est impressionnant. Il est mécanique, clinique. L'impression qu'il y aura un peu le perturbé. Il y en a plein qui se disent les affaires. Est-ce que ça perturbe les joueurs? Ça les perturbe pas. En tout cas, Dwight Hardy, Mais- visiblement, ça le perturbe pas. Voilà, lui, on va hein. pas relancer le débat, mais c'est vrai que c'est ce que je voulais justement préciser à la fin tout à l'heure quand on parlait des ricains qui cherchaient un contrat. À mon avis, les ricains sont assez distants par rapport à ce qui se passe à la tête d'un C'est club. Sekou Doumbouya qui disait que c'était un mec hyper pro à l'entraînement, etc., qu'il était vraiment loin. Il a vraiment l'air loin de tout, lui. pour Ouais, le ça a coup, l'air d'une voilà, sorte de ça Joe le- Gomis à l'entraînement, Ah ouais, mais ça c'est des le mecs qui ont perturbe joué à pas. très haut niveau, Ouais, c'est qui, ça. qui ont l'habitude, ils ont une routine de très haut niveau. Ils sont C'est dans pour leur ça que bulle. voilà, on peut ne pas les enterrer en play-off, on sait jamais. Avec des mecs comme ça, On les l'alchimie qui enterre pas, prend. on a pris une pelle. Allez, merci Thomas en tous les cas d'avoir accepté notre invitation. On rappelle votre compte Twitter Bona Toto à suivre donc sur le réseau et celui de Karim qui nous accompagne. Merci aussi d'être Merci, venu Franck. Karim Djelali. Vous c'est Sergent Hartmann. C'est ça. Merci Mathieu de nous Merci. avoir accompagnés durant cette émission. C'est Merci. terminé. C'est terminé. Merci d'avoir écouté ce 3e numéro de BBC que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site internet lepopulaire.fr et sur la page Facebook Le Populaire Sport. Rendez-vous dans 15 jours. Salut.